j'arrive. Allô? Ouais, Roger, ça va? Ouais, je m'entraîne, ouais. Ah! Il est 3h du matin. D'accord. Oui, bah, je vais peut-être me calmer. Ouais, mais t'es pas rendu compte, je suis... Oui, ça marche. Désolé. Salut. On peut rien faire maintenant, on peut plus rien faire. Bon, on va tourner une vidéo pour la cave du Mills. Salut tout le monde, bienvenue à la cave du Mills. J'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Oui, on se retrouve aujourd'hui pour les petites lectures de la semaine. Qu'est-ce qu'il a lu ce bon vieux Mills? Oh là 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 là, je vais vous présenter ça tout de suite. J'ai sélectionné 4 œuvres. Alors j'en ai lu un paquet, mais je vais les sélectionner 4. Et pépites, il y a des coups de cœur et il y a des trucs qui sont susceptibles de vous intéresser, voilà, tout simplement. Je pense que 4 c'est bien, ça vous évite d'avoir un épisode qui fait 45 minutes et qui vous nique la moitié de votre week-end. Moi en plus, ça m'évite d'avoir un mec complètement à poil qui fait du montage chez moi et quand il croise mes gamins, c'est toujours un peu gênant. Ah bah c'est super. Oh salut mes petites perruches. Je vous appelle mes petites perruches, ça vous dérange pas? Bah maintenant on se connaît un petit peu, hein, voilà. Alors, 1 minute, 5 secondes et 18 centièmes, c'est le temps qu'il lui aura fallu pour en mettre déjà plein la gueule. Je trouve ça un peu tôt, hein. Je t'avoue que j'en prends plein le larron, plein le buzin, plein le mulot, plein la châtaigne, t'appelles ça comme tu veux, prends un bonbon, la boîte est ouverte. Donc je vais être obligé déjà de rétablir 2-3 petites vérités, d'accord, hein, parce qu'à un moment il faudra peut-être me prendre pour Morandini. Je ne croise pas ces gamins, Jason et Dylan, les deux qui jouent dans la caravane là, derrière avec des armes à feu. Non mais c'est des tarés, de toute façon, cette famille, c'est des ouf. Voilà, donc déjà je les croise jamais, déjà d'une, et puis de deux, Bon là je suis à poil, mais habituellement j'ai un jean, d'accord? Alors faudra pas me faire passer pour n'importe qui. Je sens que ça va être une journée de merde, c'est parti. Fais gaffe, je tiens à l'œil. J'ai un autre dilemme là, c'est faut pas que je gueule. Faire sûrement des trucs un peu plus doux, genre je déteste ces gens qui pensent ça. Arrête de chanter comme ça. Faut pas que je gueule, voilà, tout simplement parce que dans 5 jours j'ai un concert, voilà. C'est pour ça que j'ai sorti la batterie et qu'il y a des mecs qui sont pas contents parce qu'on peut rien faire dans ce pays de merde. Il faut que je chante et que je fasse de la batterie, donc faut pas que je gueule, sinon je perds ma voix. Et si je perds ma voix, je perds ma part vocale. Et si je perds ma part vocale, bah du coup je peux plus chanter. J'ai un con, je suis pas terrible du tout. On est en février, la semaine dernière j'ai oublié de vous montrer le bon vieux calendar des Mulex. Alors j'ai marqué, hein, regardez, j'ai marqué tous les titres que j'ai lus. Ah j'ai pas chômé mon pote, j'ai pas chômé, ça c'est clair. Vous vous rappelez de janvier? Ben laissez-moi vous présenter février, et là on est beaucoup plus sur du badass. On est vraiment sur du bad boy. Bim. Et pour moi c'est ça un vrai mulet, avec des espèces de bacchantes comme ça, j'avais ça. Je sais pas si je trouverais si le monteur trouvera une photo. Non mais... il me prend pour qui là? Ça devient dénigrant sans déconner, chercher une photo, bah oui c'est dans mes compétences, ça doit aller. Je vais aller dans le dossier la cave du Mills en vacances, de toute manière il y a que ça, hein. Commentez, likez, partagez cette vidéo d'ailleurs. Je sais pas ce qui m'arrive. Alors images, vacances. Ah voilà, regardez le dossier là. Le Cap d'Agde avec ton ex et ses beaux-parents. Ah mais je les ai vus les photos, hein. Au moment magnifique où t'as essayé de serrer la pince de ton beau-père, c'était pas sa main et ses mains étaient dans son dos. Non, mais je vais pas faire ça parce que t'es mon employeur. Alors, l'Alsace, voilà, regarde ça, les vacances en Alsace. Je te passe des images où t'as chié en plein milieu de la cave à vin, hein. On va essayer de trouver une photo cool. Je sais tout trouver une photo cool. Ok, c'est-à-dire moustache, hop, avec une petite patoune, là, hop, qui revient sur la moustache. Je l'avais ça, ok? Si j'avais rasé un petit peu le devant et les côtés, j'avais un muleton, je ressemblais à ça. Et j'avais aussi une brêle, j'avais une... Alors j'avais un Sportster 1200. Il y a un crapaud sur une boîte d'allumettes quelque part. Peut-être un peu petit pour lui. Mais effectivement, un beau mulet également. Le mulet au vent. Voilà, j'ai envie de te dire bravo. Avec, bah évidemment, cette bonne vieille enseigne de McDonald's derrière, parce qu'on est aux États-Unis. Hop là! La batterie est en place, le micro est là. On va pas trop gueuler, je vous le dis, faut pas vraiment pas qu'on gueule. C'est parti! Et on commence immédiatement avec le Punisher, voilà. Mais on en a marre du Punisher en ce moment. Désolé, je vous mets des petites doses par intraveineuse comme ça, histoire que vous restiez accrochés à cette drogue. J'y peux rien. Punisher, Get Furry, le retour du label Max. C'est sorti en France le 12 février 2025 chez Panini Comics. Ça coûte 19 balles pour les 6 issues. Ça fait 135-136 pages. C'est de Garth Ennis. Alors Garth Ennis, ça devient une secte le bordel. À force de parler de lui, il sera là. Il va être là, je vous le dis. Et j'ai rien entendu dans les commentaires, il sera là. Et puis, il boira une bière avec moi juste à côté là. Et on regarderait un petit match de rugby. Ah, je sais pas s'il aime le rugby, j'en ai rien à foutre. Mais le premier qui dit du mal de Garth Ennis, je l'en... Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Pardon. Et Jason Burrows, on peut le trouver sur Providence avec Alan Moore, on peut le retrouver sur Crossed, récemment dans Raven Queens. Voilà, Raven Queens, qui était sorti chez Panini également, que je vous avais présenté sur la chaîne. Bref, un mec qui a un talent fou et un duo qui fonctionne très très bien. D'ailleurs, regardez-moi ça, Punisher Soviet. Oui, je l'ai jamais lu. Voilà, je l'ai jamais lu, donc ça part directement dans la palle. Ouais, mais il y a des manqués aussi. Moi aussi, j'ai des manqués sur le personnage du Punisher. J'ai jamais dit que j'avais tout lu. Hein. De quoi ça parle? J'essaie d'être synthétique. C'est pas une série
série, c'est un one shot. Voilà, je regarde parce qu'on sait jamais, ok, on n'est jamais sûr de rien. On est en 1971, on est au Vietnam et il y a on rencontre deux soldats qui vont venir aller chercher Monsieur Frank Castle. Monsieur Frank Castle qui va être appelé dans un bureau avec des bureaucrates du coup. Alors cette scène est magistrale. La première scène est incroyable avec ces soldats qui s'engueulent par rapport à un petit chien. Bref, c'est excellent, vraiment excellent. Donc on dit à Frank Castle, bon écoutez, il y a un problème, la CIA veut vous parler. Comment ça, c'est un me parler? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de buter des mecs. Oui, excusez-moi Franck, vous êtes complètement fêlé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir avec nous, hein? Ce serait de gré ou de force de toute manière. Ah, là, y a pas le choix. Donc il dit bon bah ok, très bien. Il arrive dans le bureau et là il tombe sur la CIA qui lui dit écoutez, il y a Nick Fury qui s'est fait arrêter. Donc c'est la rencontre entre Frank Castle et Nick Fury quelque part. Ouais, voilà. Le colonel Nick Fury s'est fait arrêter et il en sait beaucoup trop. Donc on va vous mandater, Monsieur Frank Castle, pour aller le buter, tout simplement. Donc tu dis putain, ça va être jouissif. Et du coup bah Frank Castle va peut-être leur mettre à l'envers. Oui, non, on sait pas. Il y a toujours une espèce de rivalité entre l'armée et les CIA, entre ces espèces de cravateux, comme ils disent, dans les bureaux, qui sont loin de la guerre et qui prennent des décisions complètement arbitraires, et l'armée, qui est sur le terrain et qui voit un peu la réalité de la vie, et qui se dit, non mais attendez, vous êtes complètement à côté de la plaque. Cette histoire, alors faut aimer le côté un peu géopolitique, il faut le côté relationnel, le côté un peu espionnage. C'est du label Max, parce qu'il y a des scènes très violentes, hein, genre une machette qui coupe une tête, on voit la moitié du cerveau, tout simplement. Donc effectivement, c'était assez cool là-dessus, mais ça manquait quand même pas mal d'hémoglobine à la finale. À la fin, parce que j'avais lu j'ai les issues en anglais. Ah, j'ai commencé à acheter de la VO pour le Punisher en plus de la VF. Ouais, c'est ridicule, parce que j'ai tout en doublon. Il y a tout en doublon, il y a des trucs que je dirais jamais en anglais parce que je les ai en français. C'est débile! Mais ouais, les premiers issues étaient cool, la fin est cool si tu veux, mais c'est vrai que c'est un peu plus une espèce d'exploitation. En fait, c'est un petit peu une présentation des deux personnages. Une rencontre, une histoire assez profonde pour Nick Fury en tout cas. Ça reste très en surface pour Frank Castle. C'est pour ça que j'ai pas tant que ça apprécié, mais en tout cas, si vous aimez le personnage et que vous aimez toutes ces histoires historiques que Garcenis aime raconter sur la guerre et la précision qu'il peut mettre dans chaque détail d'un mouvement militaire ou autre, bah, je pense que ça peut carrément vous plaire. Moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est l'histoire avec l'agente féminine qui est en rapport avec Nick Fury. Cette histoire était quand même assez cool et puis la façon dont les gens, les civils et compagnie arrivent à s'en sortir. Alors moi, je trouve ça très joli, hein, je vous le dis tout de suite, je trouve ça très très beau. J'aime beaucoup le dessin. C'est très comics, hein, si vous aimez si vous aimez le comics, si vous aimez le sang, les os, les boyaux, là il y a des boyaux, vous voyez. Il s'est fait écraser par le bus, le monsieur. Donc je vous laisserai voir un petit peu par vous-même. C'est quand même assez violent, mais c'est un peu plus des relations de bureaucrates et des explications entre l'armée, la CIA et le terrain. Vraiment des décisions arbitraires qui sont prises comme ça, et je suis sûr que ça a dû exister, et je pense que c'est basé certainement sur des faits réels ou sur des choses qui ont déjà existé et qui ont été un petit peu édulcorées pour l'histoire, mais en vrai c'est un peu comme ça que ça se passe des fois les guerres, on le sait. C'est genre bon bah ça nous arrange bien que ce pâté de maison explose parce qu'il y a du monde qui est là, tu vois. Je pense vraiment que Punisher Get Fury ça peut vous plaire. Maintenant vous attendez pas à avoir de l'hémoglobine à bloc quoi. Moi je m'attendais à ça. J'ai pas été déçu parce que j'ai eu autre chose. Voilà, tout simplement, j'ai eu autre chose. Et puis il y a une espèce de narration avec une espèce de voix off qui est très intéressante avec bah tout simplement un ancien antagoniste qui va expliquer tout simplement la relation qu'il a au combat et qu'est-ce que c'était d'avoir face à lui Nick Fury et Frank Castle. Donc bah c'est toujours très très beau au niveau du dessin. Le découpage est très joli, mais c'est pas non plus ce qui est flagrant et ce qui explose à la rétine. Mais en tout cas c'est très très efficace. C'est sans concession, c'est sans pitié. Voilà, c'est sans pitié. Et ça se lit très très vite. Ça se lit très très bien. Punisher Get Fury, c'est chaudement recommandé si toutefois vous aimez le personnage, si vous connaissez le personnage. Voilà, c'est surtout ça quoi. Ça peut être carrément un bon complément pour comprendre un peu plus les aspects historiques de cette mauvaise guerre. Il n'y a pas de bonne guerre de toute manière, mais de cette guerre horrible qui était le Vietnam. Toutes ces années un peu horribles pour les États-Unis et pour le Cambodge, le Vietnam et compagnie. Bah, vraiment, si vous voulez creuser l'aspect militaire du personnage, bah c'est pour vous. Sinon, bah à vous de voir. Je pense pas que ce soit une bonne porte d'entrée pour découvrir le Punisher ou Nick Fury, tout simplement. Voilà. Suivant. Beneath the Tree, Where Nobody Sees de Patrick O'Vard. C'est sorti le 10 janvier 2025 chez Ankama. Ça coûte 19,95€, quelque chose comme ça. Il y a un très très beau travail de fab. Alors, il me l'a envoyé Ankama. Elle est magnifique. Il y a un petit embossage qui est vraiment très très joli. Un petit dos toilé avec un petit signet. Vraiment, le travail de fab est magnifique. Patrick O'Vard, c'est son premier roman graphique. Il est dans le cinéma aussi, le gars. Mais apparemment, il a tellement kiffé cette expérience qu'il va en faire d'autres. Franchement, c'est ce que je lui souhaite parce que c'est excellent. De quoi ça parle, ma petite perruche? Bienvenue à Woodbrook, une charmante petite ville où tout le monde se connaît. Mais connaît-on vraiment ses voisins? Que font-ils quand ils pensent que personne ne les voit? C'est ce que va tenter de découvrir Samantha Strong avant que le tueur qui sévit en ville ne mette en péril sa parfaite petite ville. Alors, c'est anthropomorphique, hein, voilà, vous l'aurez peut-être deviné en voyant la cover. Regardez-moi ce dessin comme il est magnifique. Un
dessin tout en pastel, tout en crayon bois. Il y a quelque chose de très artisanal là-dedans. C'est magnifique. Voilà. Alors déjà, le premier point, je vous le dis, c'est un des points, les plus gros points forts de l'histoire. C'est magnifique. Je suis tombé en amour. Quand ils m'ont proposé, j'étais tellement heureux parce que vraiment, c'est magnifique, c'est totalement ce genre de délire un peu boîte 4 sous. Bon, c'est une vieille référence, désolé, mais c'est un peu le côté Razmoquette. Il y a un petit côté dessin trop mignon quand t'es gamin et tout était là avec tes petits chocobènes, en train de manger tes trucs dans ton chocolat, un petit verre de limonade, et puis en avant les kangos, quoi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que Samantha, la petite oursonne qui est ici, on la voit, elle est trop mimi, elle est trop crotte, elle a récupéré le magasin d'outillage de ses parents, et sauf que la meuf que vous voyez là, elle vit dans une ville où tout se passe très bien, et elle a besoin de décompresser. Et quand elle décompresse, elle part, comme moi avec mon fourgon, elle part à la grande ville, elle choisit quelqu'un au hasard, genre un mec, je sais pas moi, qui vient tout simplement lui dire bonjour, vous en allez bien? Oui, ça va. Petite picouse, il s'endort, on le fout dans un bois et on le zigouille. Mais on le zigouille façon Dexter, voilà. C'est vendu comme ça de toute manière, voilà. Vous le voyez, le canard là qu'elle a aidé, bah il est là. Alors c'est les toutes premières pages, hein, je vous spoil rien, enfin si je vous spoil les 5 premières pages, quoi, excuse-moi, mais il est là, il est découpé, alors elle l'attache, elle l'endort, elle l'égorge, le sang tombe dans une bassine, c'est très méthodologique, quoi, c'est pour ça qu'il y a un côté Dexter, et c'est ça qui est assez cool. Et après, une fois qu'elle a tué son gars et qu'elle a rempli des espèces de seaux de peinture qu'elle a foutu dans la terre, et ben elle rentre à la ville. Et puis elle continue sa vie, tout se passe bien. Alors dans cette ville, avant de vous dire un petit peu l'élément perturbateur qui va faire que tout va se compliquer pour elle, c'est par rapport au bicentenaire de la ville. Bon, je vous le dis maintenant, il y a le bicentenaire de la ville, donc c'est une grosse fête de la ville, hein, tout simplement. Et puis, à un moment pendant cette grande fête-là, il va y avoir un cadavre qui va être exposé. Je vous dis pas comment. Il y a un cadavre qui va être exposé, et là, il va y avoir un meurtre qui a été commis dans cette ville, quoi. Et le dernier meurtre en date qui a été commis dans cette ville, c'était il y a des dizaines d'années. Tout le monde est chamboulé parce que c'est vraiment un petit village où salut José, très belle tes pommes. Il y a un petit côté même un peu énervant, je t'avoue qu'il y a un petit côté énervant. Et du coup, oui, il y a un meurtrier dans la ville. Elle va mener son enquête, savoir qui c'est qui est en train de foutre le bordel, parce que du coup, il y aura une enquête de police, tout simplement. Et elle est censée être une tueuse en série. Elle a quand même tué 43 personnes, enfin 43 animaux en 20 ans. Donc quelque part, c'est un peu la merde, Et en fait, toute l'histoire, ça va être de savoir qui c'est qui fait ça, qui c'est qui sème le trouble dans les espèces de routine que Samantha Strong, cette oursonne, s'est instaurée en fait. Et puis il va y avoir plein de rebondissements et compagnie. Alors l'histoire n'est pas non plus quelque chose c'est pas un truc qu'on a jamais vu, évidemment, mais c'est vachement bien exécuté, c'est très subtil, les discours sont très intéressants, chara-design de chaque personnage, le caractère par rapport à l'animal qui est représenté, et je trouve assez bien amené, voilà. Tu vois, il y a le côté un petit peu le raton, la petite souris, le petit machin, l'espèce de petite merde, là, le chien, tu sais, un peu inspecteur et tout. Ce que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de nuances et de subtilité. Alors je vous ai dit, hein, le dessin est magnifique, vraiment, moi je trouve qu'en plus, je sais pas s'il l'a fait de façon chronologique, mais j'ai préféré tellement les dessins à la fin qu'au début. J'ai trouvé vraiment ça crescendo. Il y a une amélioration, je trouve, au fur et à mesure de l'histoire. Ce qui m'a intrigué maintenant dans cette histoire, ce que j'aime beaucoup, c'est il y a des animaux anthropomorphes et des animaux qui sont restés à l'état sauvage. Et ça me fait penser un peu à Zootopie, je sais pas si vous avez vu le dessin animé, mais ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire que quand elle va enterrer le canard qu'elle a chopé dans la ville et qu'elle est en train de l'enterrer dans la forêt, eh bien écoutez, elle va croiser des renards, un ours. Et tu te dis, mais pourquoi il y en a qui sont restés à l'état sauvage, et d'autres qui ont grandi, qui sont tenus debout comme des humains, tu vois? Est-ce que c'est pour expliquer tout simplement que les humains sont des bêtes et qu'on reste des animaux? Est-ce que du coup c'est une vision que l'auteur aurait décidé de nous mettre devant le nez pour nous faire comprendre que on reste des bêtes, tu vois, et les animaux nous reniflent et nous voient comme des animaux? Et du coup c'est flagrant quand tu vois un animal anthropomorphe et un animal sauvage en train de se mater, tu dis effectivement il y a qu'un pas, il y a vraiment pas grand chose entre les deux, peut-être une conscience, une prise de conscience, une curiosité malsaine qui fait que petit à petit tu es curieux et tu développes une espèce d'intelligence comme ça dite supérieure, qui n'est pas vraiment le cas, parce que évidemment on a une vision bien plus pourrie, nous par exemple, que les aigles. On est d'accord, notre vision est à chier par rapport aux aigles, notre flair est à chier par rapport à un chien, notre ouïe pareil par rapport à un chien, elle est nulle à chier, quoi. Est-ce que c'est vraiment une évolution? Tu vois, il y a toute cette histoire là, et puis ça va être incroyable, cette histoire est folle, parce qu'il y a un climax à la fin, enfin vraiment c'est une histoire autocontenue, hein, c'est un one shot, t'as un début, un milieu, une fin. J'ai passé un excellent moment, tout simplement. Donc Nobody's the Three, j'ai archi aimé, et puis il y a des personnages qui sont très bien caractérisés. En fait c'est ça qui est génial, c'est de réussir à balancer une gerbe de sang sur un décor un
peu idyllique et paradisiaque, quoi. Quand tu vois ces animaux trop choupis, trop mimi et compagnie, bah et quand tu vois des horreurs qui se passent, tu sais, du genre, il y a un moment, il y a une meuf qui se fait couper les doigts et qui se fait suspendre la tête, alors je vous dis pas quoi, mais c'est horrible. C'est horrible. Et en plus, tu ne connais pas tu connais pas l'identité de ce personnage qui sème la zizanie, donc il en va de ta spéculation, t'es là en train de te dire, mais ouais, attends, c'est peut-être cette personne-là. Moi, je pense que c'est le raton laveur. Non, je suis pas d'accord avec toi, mon pote. À mon avis, c'est le cochon. Ah, t'es sûr parce qu'il est cochon? Bon, bref, t'as compris, des discussions complètement stériles que j'ai eues avec moi-même, parce qu'en fait, il y a que moi dans la baraque qui ai lu cette œuvre. Donc en fait, je suis en train de me parler à moi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de me juger, encore une fois. Ouais, bah c'est chaudement recommandé par Académie. Vous pouvez sauter sur cette œuvre les yeux fermés, mes perruches. Ouais. Et on continue immédiatement avec je me suis fait plaisir à Angoulême, voilà, sur le stand de Urban. Ouais, je me suis pris le petit coffret de One Hand on the Six Fingers. Je sais plus combien il coûte. Je sais que ça coûte 7,90, je crois, la double issue. C'est carrément abordable. Voilà, The One Hand on the Six Fingers. Le vernis sélectif, toujours, hein, voilà, qui me donne envie de... Je vais pas finir cette phrase, sinon c'est très très gênant pour tout le monde. Écoutez, qu'est-ce qui m'a poussé à acheter ça, les gars? L'idée déjà, l'histoire, l'équipe créative évidemment, mais l'idée qui est d'un côté une histoire, alors c'est écrit à quatre mains, d'un côté une histoire d'un flic et de l'autre côté l'histoire d'un psychopathe. Voilà. Et on va voir d'un côté et de l'autre. Regardez-moi comment c'est foutu déjà. Regardez-moi cette première BD comme elle est incroyable. Mais non, c'est de la mousse, frère. T'es crédule. Hop là. Ça c'est cadeau. Ok, ça c'est dans la poche, c'est dans la besace, c'est dans la pocket. Il est ici, il y en aura 5 tout simplement. Ok, très bien. Dans ce petit fascicule, tu as la première issue de The One Hand et la première issue de The Six Fingers. C'est du souple. Alors je sais pas si ce sera broché, relié, un de ces quatre. Moi j'aime beaucoup le côté épisodique. J'ai, je pense, pratiquement jamais connu l'attente d'une histoire qui m'intéresse. Comme à l'époque, les mecs pouvaient avoir Strange et compagnie. J'ai jamais eu cette attente-là, parce que je suis né en 1989, donc autant vous dire que... Ah, putain, je suis vieux, mais pas tant que ça. Vous allez voir que depuis tout à l'heure, on voit des mains, c'est normal. Tout est basé là-dessus, voilà, toute l'histoire tourne autour des mains. Et les mains, c'est pas le truc le plus simple à dessiner, normalement. En 2073, on est à Neo Noven, à la veille d'une retraite bien méritée. L'inspecteur Harry Nassar, qu'on retrouve dans The One Hand, se voit contraint de replonger dans une affaire vieille de 23 ans. 32 victimes, une empreinte palmaire unique en son genre et 2 assassins au même modus operandi déjà placés sous les verrous. La traque peut commencer. The One Hand on the Six Fingers est une expérience de lecture inédite écrite à 4 mains par Amvi Edenwater, illustrée tour à tour par Lawrence Campbell et Sumit Kumar. Ce polar conceptuel en 5 parties alterne à chaque épisode le point de vue du policier aguerri et celui du serial killer déphasé. Une enquête unique à la conclusion vertigineuse, je veux bien vous croire. Ça fait carrément plaisir d'avoir du souple et d'avoir une histoire comme ça qui se déroule. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'en vrai, je vais vous dire ce qui m'a plu dans cette première issue évidemment, mais j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus parce que si je vous spoil toute la première issue, c'est à cause que vous ayez plus envie de l'acheter pour la lire, tout simplement. On va suivre effectivement, alors au début, on va suivre ce bon vieux flic qui est dans cette ville complètement sombre, crasseuse. On est dans un délire très polar, hein, attention, on fume des tiges, il pleut, on sent le tabac froid, ça pue le whisky, la ville est un peu mal famée, il y a un délire très sexuel constamment, une tension sensuelle, sexuelle avec les pieds et les mains. Il y a des robots qui sont omniprésents. Et tu sens que ce gars-là, il a un compte à rendre par rapport à une enquête qui va lui retomber sur le coin du museau. De second côté, tu te rends compte que c'est l'histoire d'un petit gars qui à la base paraît à peu près normal, et c'est un peu the one bad day, si tu veux, c'est la mauvaise journée qui va faire que il va sombrer, et ça va complètement le dépasser. Déjà, il est complètement fétichiste. Il y a un truc très cool, très excitant, peut-être pas le mot quand même. L'histoire est excitante. Il est attachant en fait, ce gars-là, qui est censé être le serial killer. Il y a un truc où tu te dis, en même temps, putain, personne n'est sympa avec lui, sa vie est en train de lui échapper, il pense faire les bonnes décisions, au final il fait pratiquement que de la merde, et ça part complètement en couille. Je vous en montre pas beaucoup plus. Vous allez évidemment voir que dans l'histoire du flic, tu vas croiser, en fait, ils vont se croiser les deux protagonistes. Il y a un antagoniste et un protagoniste, mais tu te doutes bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout se joue autour des mains, se joue autour des empreintes, se joue autour du côté tactile de la chose, du marquage, de l'empreinte en fait. Il y a quelque chose de très très... En disant ça, de toute manière, on voit bien que toutes les empreintes qui sont prises ici sont pas anodines, et il y a un code qui rend complètement fou, voilà. Même nous, hein, ça nous rend complètement fou. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé ce que ça propose, j'ai trouvé ça très excitant, le fait de... Encore une fois, pas les meurtres, hein, mais l'histoire
l'histoire est très excitante, ça donne envie d'aller plus loin, et du coup j'ai cette petite frustration de me dire putain je vais lire la suite, mais non je peux pas lire la suite, ça sort que le mois prochain frérot. Bah du coup c'est peut-être là, ça sort peut-être fin du mois de février, je sais pas trop, mais en tout cas Ramvi j'aime beaucoup, Dan Waters j'aime beaucoup, et Sumit Kumar et Campbell, bah écoute j'ai rien contre eux, donc écoute pour l'instant graphiquement c'est très très joli, c'est relativement cohérent quand même en termes de graphisme. Peut-être une préférence pour Campbell, peut-être, mais j'aime beaucoup de toute manière la colorisation de Lee Loudreich, voilà, tout simplement, ça c'est merveilleux. Quelque chose qui est absolument sûr, c'est que j'aime Lee Loudreich, tout simplement. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau, et ouais, graphiquement ça propose quelque chose d'intéressant, c'est bien construit, tu vas croiser des moments de vie de One Hand avec des moments de Six Fingers, tout va s'entremêler, j'ai hâte de voir où ça va aller. Je n'ai lu que 1/5 de l'histoire pour l'instant, et je suis déjà bien trop hypé. Donc bah bravo encore une fois, hein, vous savez Urban mine de rien il propose des trucs, ils sont un peu les précurseurs de plein de trucs en France. Moi je trouve, il y a vraiment moyen de faire des trucs hyper intéressants, hyper intelligents, et je pense vraiment que bah il y a plein de gens qui vont adhérer à cette formule là, et je serais curieux de voir si d'autres artistes se lancent dans ce délire là, parce que franchement je trouve ça très intéressant. Le côté attente amène nécessairement quelque chose de complètement fou. L'histoire en plus a l'air complètement dingue, l'histoire s'y prête évidemment. Je pense que c'était le plus intelligent pour le faire comme ça. Et puis bah le fourreau est magnifique quoi. Il y a un vrai travail, alors c'est juste du carton hein, on est d'accord, avec un vernis, une plastification. Alors je suis dans la publicité, je connais un peu les termes, mais en vrai c'est pas compliqué de faire un carton comme ça quoi si tu veux, mais c'est intelligent pour avoir un magnifique dos qui se voit dans ta bibliothèque, qui a un peu de gueule, et ça t'alerte un petit peu quoi, voilà. Et la charte graphique est belle, la maquette est très jolie, il y a vraiment un travail. Je trouve que Urban Comics ils ont tout déboîté là, et je suis hyper fan de cette cover là. Je vais peut-être la scanner, je vais faire un truc énorme, je le mets dans le salon, et là ma femme va dire mais Ça va pas, t'as pété un plomb? mais en même temps c'est bon putain, je sais pas chez moi, je fais pas ce que je veux. Ça va beaucoup trop loin, suivant. Et on termine cette petite sélection des familles avec le coup de cœur de la semaine, Post Americana, sorti chez iComics le 22 janvier 2025 pour 24,95€. C'est scénarisé et dessiné par Steve Cross, et c'est colorié par Dave Stewart. C'est le coup de cœur, il faut absolument que vous lisiez ça, hein. C'est déjà d'entrée de jeu, je vous le dis, j'ai adoré. C'est clairement une critique des États-Unis plus tard, du coup clairement une critique des États-Unis maintenant, parce que à la vitesse où ça va, voilà, on n'est pas à l'abri. C'est clairement une critique aussi du capitalisme, une critique ouverte à l'Occident, intelligemment écrit, fait, ça mélange entre le gore et le drôle, mais il y a un fond. Il y a deux narrations dans ce genre d'histoire, avec ce genre d'auteur et ce genre d'artiste. Steve Cross, par exemple, lui, il a une narration basique, hein, lambda, comme toute narration dans tout récit, et il y a une narration visuelle. Ce genre de dessinateur-là met tellement de détails dans ses plans que du coup t'as une seconde narration qui arrive au galop, et ça t'en dit 2 fois plus sans que tu t'en rendes compte. Tu as des références dans tous les sens, c'est ultra détaillé, il y a énormément de détails. Moi je l'avais découvert alors sur Marvel évidemment, je l'avais découvert sur We Stand Guard, qu'il avait fait avec Brian Kevough, et j'ai acheté Maestro il y a pas longtemps, qui était sorti chez iComics également. Et en fait Maestro j'ai jamais réussi à la lire, parce qu'en fait quand tu plonges ta tête dans les planches de Steve Cross par exemple, et bien en fait t'es là, tu regardes les détails et tu découvres encore des détails que t'avais pas vus. Ce genre d'œuvre qui t'en met plein les mirettes, c'est vraiment magnifique. Et en fait quand je referme le bouquin, je suis là, putain merde, attends, j'ai perdu 30 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous auriez pas vu 30 minutes vous? Non? Putain mais merde, que j'en ai branlé. En fait tu perds pas ton temps, c'est juste que t'es happé par le dessin. Moi ça me transcende, évidemment que ça me transcende incroyablement. Ce genre de dessin rempli de détails, c'est pas pour rien mon dessinateur préféré, c'est Geoff Darrow. Steve Cross est un ami de Geoff Darrow. Steve Cross il a fait énormément de storyboards pour le cinéma, notamment pour la trilogie Matrix. C'est un gars qui est prodigieusement bon, tu vois. C'est comme les James Tokoe, c'est comme les Geoff Darrow, il a un côté un peu à la Quickly, il a des visages un petit peu à la Steve Dillon, tu vois. T'as déjà tous les artistes que je viens de te citer, c'est banger absolu. Mais j'aime beaucoup Steve Cross, voilà. Je le connais pas assez malheureusement, mais vu que je suis fan des inspirations de Geoff Darrow, évidemment que je connais bien cet artiste-là. C'est quelqu'un qui compte pour moi, et pour moi il a une production qui est pas assez grande, parce que j'aime trop ce qu'il fait. Malheureusement, ça prend du temps de faire des œuvres aussi abouties, graphiquement. Quand je regarde ce genre de planches, avec autant de détails, je saurais pas expliquer, c'est vrai que j'ai jamais mis le doigt dessus, mais il y a tellement de détails, tellement de références culturelles, pop culturelles,
politique, scientifique, tout y est en fait. Et c'est tellement mon cerveau se sent obligé de tout analyser. C'est très bizarre, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui lisent pas mal les textes et le dessin est juste là pour appuyer un petit peu ce qu'ils lisent. Moi, dans le 9e art, ce qui m'intéresse, c'est le 9e art, quoi. C'est clairement dans la bande dessinée, c'est le dessin. Alors, je peux lire une histoire où le dessin est pas ouf et le scénario me happe, mais quand les deux sont présents, bon, bah écoutez, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et là, j'ai trouvé que ouais, il y a vraiment ce subtil mélange entre humour et gore, le côté un peu irrévérencieux que pourrait avoir Garcenis, le côté Madeleine de Proust avec pas mal de références qui font que tu retombes pas mal, pas en enfance, mais tu te dis ah ouais tiens ça je connais, ça me dit quelque chose, ça me parle. Il y a un côté très primaire dans ce qu'il raconte, mais alors les dessins sont outrageusement violents, terriblement viscéral, c'est malsain, et c'est ce que j'aime dans ce genre d'artistes, c'est que ils épaississent le trait, ils poussent les potards à 50, vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a une façon de s'exprimer qui m'intéresse. Post-Americana, de quoi ça parle? On est aux États-Unis, on est après la grande mort qui frappe les États-Unis. Je vous laisserai découvrir tout ça. On va suivre un mec qui s'appelle Mike et Dom. C'est deux personnes qui vivent dans une bulle. On appelle ça la bulle. C'est une grande montagne remplie de technologie où bon nombre de personnes riches ont trouvé refuge. Et on se trouve 80 et quelques années plus tard où il y a un des habitants richissimes de cette bulle, donc de cette montagne, qui va s'autoproclamer président des États-Unis et qui va décider de conquérir tout simplement les États-Unis en général. C'est-à-dire pas que la montagne à l'intérieur, mais l'extérieur aussi. Donc il met en place une armée pour pouvoir conquérir le Wasteland, quoi, tout le côté un peu dépravé. Et on sait qu'il y a de la vie dehors, mais bon, on n'y va pas souvent. Et là, on s'équipe pour pouvoir aller recoloniser les États-Unis, pour revivre la grande Amérique. Évidemment que c'est une critique des États-Unis. Évidemment qu'il y a un côté très Reagan, très Donald Trump. Alors Reagan dans le physique, Donald Trump dans la façon de se comporter. C'est palpitant. Donc on va suivre Dom et Mike qui décident de saboter le bordel, parce que pour faire vivre tous ces bourgeois, il y a aussi des familles pauvres qui, elles, travaillent à des petites mains, qui sont là, et qui, tu vois que c'est pas leur premier coup d'essai, ils ont essayé de saboter plusieurs fois le truc et tout. Donc du coup, ils prennent un vaisseau de cette armée-là et ils se barrent. Sauf que en partant, le vaisseau qu'ils vont prendre, il va être en sale état et ils vont devoir se cracher et ils vont découvrir la faune locale qui est remplie de cannibales, de tueurs en série, de psychopathes, de violeurs, de bouffeurs d'enfants, j'en sais rien, des tarés quoi, la white trash, vraiment on est vraiment sur les cassos absolus. Malheureusement, dans le Wasteland, à l'extérieur de la colline, quand ils vont atterrir, ils vont se rendre compte, en croisant cette meuf incroyable qui s'appelle Caroline, ils vont se rendre compte qu'en fait, ce qui prévaut dans ce monde-là, c'est pas la... Je te promets que... Non, la parole n'a pas de valeur. C'est où tu amènes quelque chose pour la société, c'est-à-dire de la bouffe, du sexe, de la drogue, de l'alcool, des machins, bref. Il faut amener quelque chose. On est sur du consumérisme, de la consommation humaine, quoi. Ou alors c'est toi qu'on bouffe, quoi. Tu vois, quelque part, il y a pas de problème à se dire, tiens, écoute, frérot, t'as rien à nous amener, bon, on va couper une jambe, on va se faire un petit rôti, hein, quelque part, ça fait plaisir. Avec de la mayonnaise que GG a ramené, il y a les bières avec autre plus que Mireille a pris, on est bien. Et au final, ils vont arriver là-dedans. Et Caroline va décider, après que Dom et Mike se soient séparés, pour rester très sommaires, ils vont décider de s'entraider l'un l'autre. Elle va vouloir se venger de cette colline. Donc elle va savoir que Mike a les plans de cette colline-là, et Mike, de toute manière, lui a une mission, c'est d'aller voir quelqu'un qu'il a contacté dans cette colline-là pour réussir avec une grosse imprimante 3D à créer des trucs qui vont pouvoir botter le cul du nouveau président Reagan. Voilà, j'espère que j'étais assez synthétique. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il va y avoir un festival de cannibales, voilà. Il va y avoir une espèce de coup, un énorme coup dans les roufetons de la pop culture du comics. Tous les deux, ils vont partir à l'aventure, si tu veux. Ils vont rencontrer des poulets cannibales. Ils vont rencontrer un loup-garou issu de la pop culture avec un super-héros. Évidemment, ils vont croiser aussi Brigitte Macron, qui est juste ici. Alors, je rigole. Et puis à un moment, Steve Cross, je sais pas, il en a marre de la vie, il va se dire, bordel de merde, est-ce qu'on foutrait pas un coup de pied dans la fourmilière? Et comme il a très souvent l'habitude de faire, il va partir dans l'absurde absolu, mais qui tient quand même la route à mon sens, et décider d'utiliser des espèces de trames narratives avec des trucs tirés par les cheveux, avec des idées tirées par les cheveux, mais qui marchent très très bien. Il va intégrer les robots. Et franchement, c'était la meilleure idée qu'il ait pu avoir, et il y a alors tout un espèce de florilège de personnages fictifs de leur enfance qui vont être créés, qui vont évidemment nous faire référence à ce que nous on aurait pu
pu vivre, ressentir, connaître. Et ça dézingue quoi, ça dézingue, ça découpe, ça électrocute, ça empoisonne, ça défouraille, c'est gore, c'est rempli de American fuck yeah man. C'est vraiment Michael Bay quoi. On va rencontrer un couple hyper touchant qui vont retrouver Caroline, cette meuf badass qui a 2 bras et 2 jambes bioniques. C'est vraiment un truc de ouf. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je sais pas comment c'est possible. Alors là, j'ai failli vous spoiler quelque chose de mignon. Regardez-moi ça. Je sais pas si on voit bien, mais en tout cas, si on voit pas assez bien, je mettrai des images plus précises. Le travail du détail, les onomatopées qui s'intègrent parfaitement dans les pages et qui servent la narration, encore une fois graphique. Il y a vraiment quelque chose qui tient du prodige. Comment peut-on épouser autant les codes du 9e art avec ce genre de regardez-moi ça comme c'est beau. Mais regardez-moi ça, est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part à part chez Geoff Darrow ou John Stocco? Franchement, c'est des prodiges les mecs, c'est des prodiges et c'est en cela que je trouve ces artistes incroyables. Je suis fou de ces gens-là. Regardez-moi le chara-design de chaque personnage. On est vraiment comme dans le Shaolin Cowboy de Geoff, on est vraiment sur un délire, mais les mecs qui se sont inspirés de tout ce qu'il puisse y avoir. Rendez-vous compte, il y a un mec qui a greffé sur ses quelque part une tignasse de mec ou de meuf. Qu'est-ce que ça fout là? C'est un scalp. Le mec s'est fait il y a un scalp d'une double tresse au niveau de ses mais c'est génial. Et quand c'est gore, bordel. Voilà, là ça y va. Moi je veux que ça aille jusqu'au bout des choses. Et ça va jusqu'au bout des choses. Quand le mec brûle, je veux que ça sente la viande, frérot. Quand le mec prend une balle, je veux que ça gicle. Je veux en avoir partout sur les habits, tu vois. L'aventure est assez classique. Oh là là, mais c'est génial. Oh le kiff quoi. Oh nom de Dieu, il y a du sang partout. Oh non. Oh. Mais la façon dont ils vont y arriver, c'est totalement du jamais vu quoi. Et la fin, je l'ai beaucoup aimé. Je suis très content d'avoir... c'est totalement what the fuck. Ça marche très très bien. C'est juste ce qu'il faut de what the fuck dans une histoire qui en dit évidemment très long. Sur les États-Unis, sur la façon dont se comportent les pays riches, sur la façon surtout dont se comportent les dirigeants de ces pays riches. Ça te montre qu'avec l'argent, on peut absolument tout faire et chier sur tout le monde quoi. Et c'est un peu flippant quand tu y penses. Et au final, c'est un peu la vérité quand tu vois ce qui se passe en ce moment dans le monde. Voilà. Donc ouais, Post Americana, franchement, c'est une grande œuvre, une très très grande œuvre, que ce soit graphiquement ou ce qu'elle raconte. Si tu te donnes un petit peu la peine d'approfondir le côté historique, si tu prends un petit peu la peine de réfléchir à ce que ça veut dire et à pourquoi il a hyperbolé ça, pourquoi il a mis ce contexte-là, pourquoi ce personnage, lui en particulier, quand tu creuses un petit peu, il y a pratiquement toujours une raison. Il n'y a aucun personnage, et Dieu sait qu'il y en a, enfin Dieu n'en sait rien, mais on sait qu'il y a énormément de personnages, mais ils sont jamais mis là par hasard. Et s'ils sont mis là par hasard, ils sont juste trop marrants, ou juste il y a un petit détail qui fait que ça va te faire sursourire, t'es là genre ah putain le con j'avais pas vu, tu vois. Tu sais, il y a un moment il y a des petits personnages, je vous en dis pas beaucoup plus, bref, lisez Post Americana, c'est le coup de cœur de la semaine dans la cave du Miz. Aujourd'hui on a parlé de Punisher Get Furries, alors voilà, pour toutes les personnes qui aiment le Punisher, pour continuer à alimenter, à agrémenter le lore de ce personnage toujours aussi incroyable à mon sens, bah écoutez, la rencontre entre Nick Fury et Frank Castle pendant le Vietnam, franchement c'est cool, moi j'ai passé un super bon moment, mais vous attendez pas, parce que c'est le retour du label Max, à quelque chose de sanglant non-stop quoi. Il y a quand même une histoire de fond derrière tout ça et quelque chose d'historique. Ensuite, Beneath the Trees, Where's Nobody Sees, le mélange parfait entre La Petite Maison dans la Prairie et Dexter. Hein, clairement, on est clairement là-dessus. Les petits personnages sont trop mignons et ça me fait penser, maintenant que j'en parle, mais à Happy Tree Friends. C'est ça qui m'a rendu complètement fou quand j'étais gamin. Le fil rouge dans la cave du Mills, ah bah je vous le dis, il est là, voilà. Alors ça ne durera que 5 mois, mais en tout cas, comptez sur moi pour que tous les mois, je vous parle de cette folie. Voilà, j'espère que ça va continuer dans la même lignée que les premières issues, mais en tout cas, ouais, j'ai hâte de lire la suite, c'est très très beau. Bravo pour ce fourreau qui est très très joli aussi. Ça va trôner fièrement dans ma bibliothèque, et puis bah, le coup de cœur, je viens de vous en parler. Post Americana, vraiment c'est complètement fou. J'aurais voulu un immense format pour pouvoir jouir des dessins et de la couleur de Steve Scrooge et de Dave Stewart. Vraiment c'est complètement dingue. Si vous voulez être sympa avec moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire, commenter, liker, partager dans les commentaires, bah dites-moi tout simplement si je vous ai donné envie, si vous en avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi, toujours et encore, vos pépites, qu'est-ce que vous me conseillez, hein, par exemple pour The Post Americana, si vous avez des dessinateurs comme ça favoris qui sont vraiment balèzes pour balancer des détails incroyables dans chaque case, bah je suis ultra preneur vraiment, hein. On va continuer à faire grandir cette temps de liste qui est dans ma poche, qui est là, voilà, tout simplement. J'en suis arrivé à un stade où ça devient compliqué.
simplement ridicule, voilà. C'est-à-dire qu'une liste, à la base, on est quand même d'accord pour que ce soit fait, pour que tu sois là en train de te dire mais qu'est-ce que c'est bien pour me prendre? J'ai 3-4 noms dans mon portable, si je tombe dessus à la bibliothèque ou dans la librairie, je vais pouvoir aller me les choper. Mais sauf que là, ma liste, elle fait peut-être, je sais pas, 180 recommandations. Donc en fait, t'arrives dans la librairie, tu regardes nos recommandations, t'es obligé, tu tombes dessus. En fait, le truc, c'est la librairie. Donc à un moment, c'est complètement con. Mais en tout cas, merci infiniment pour votre bienveillance. Merci de continuer à faire vivre cette chaîne. En ce moment, on fait des chiffres complètement fous. Je vous le rappelle, il n'y a pas de publicité sur la chaîne. Et bah du coup, je suis pas mis en avant par YouTube. Quand je vois les scores que je fais, bah c'est pas ridicule par rapport aux copains. Allez soutenir les copains, évidemment. Suivez-moi dans la brasserie geek, sur Teamup. Enfin bref, je suis un peu partout en ce moment. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous mes petites perruches, prenez soin de vous et on se voit très bientôt dans la cave. En gros, je lis le truc, je suis là, putain c'est génial. Je tourne une page et là je dis putain mais il y a du sang partout, on a l'impression d'y être. Ok. C'est génial. Je regarde la caméra et tu vas rigoler c'est sûr. Il y a une chance et après je suis en t-shirt, deux chances. Après je suis torse nu. Ok. c'est Bah vas-y, dépêche-toi. Oui bah attends, je vais me prendre une salve de ketchup dans la gueule, c'est quand même pas un truc très marrant. Regarde-moi, non tu me regardes pas. Ok excuse. Attends, je suis pas prêt. C'est hyper stressant d'avoir une seringue de ketchup qui va m'arriver dans l'œil là. Oh. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Par contre... Mais par contre, et quand je dis oh, il faut que tu y ailles, chérie. Tu m'as dit J'en ai sur la gueule déjà? C'est comme On râle la moustache. C'est comme si on y serait, moi j'attends cette phrase. Tu m'as dit ça. On a vraiment l'impression d'y si être. Bah oui. Ok, attends, on lave l'arrière. Oh putain, le mur. Ah, on en fait des conneries, 1, 2, 3. Oh nom de Dieu, il y a du sang partout. Oh, non. Oh. C'est génial.